Voilà, donc je vous propose de parler un petit peu plus en profondeur de la formation aux droits de l'enfant des professionnels du secteur de l'enseignement. Il y a déjà eu plusieurs réactions à ce sujet-là dans le chat et Madame Marie Wernam y a également fait référence oralement en live et dans le chat également. Alors, je voudrais démarrer cette présentation avec cette illustration. Elle est peut-être un petit peu stéréotypée, mais elle illustre à mon sens assez bien une posture de l'adulte, surtout, qui est encore très, voire trop souvent observée quand on parle de droits de l'enfant. Alors, je vais vous présenter mon interprétation de cette situation. On y voit à gauche un groupe d'enfants capables de revendiquer ses droits. Je suppose donc que ces enfants, conformément aux objectifs poursuivis par l'éducation aux droits de l'enfant, ont acquis des connaissances au sujet de leurs droits, une certaine compréhension de ces droits, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, des compétences utiles pour les faire valoir. À droite, un adulte qui, lui, ne semble pas avoir bien compris l'importance de son rôle dans l'édification d'une culture des droits de l'enfant, ni connaître ses obligations pour contribuer au respect des droits de l'enfant. Et de fait, l'éducation aux droits de l'enfant, telle qu'on en parle depuis déjà la semaine dernière, ne pourra rencontrer son objectif ultime, à savoir favoriser le respect de tous les enfants, que si cet adulte développe également ces trois aspects au cours d'un processus de formation aux droits de l'enfant. Le Comité des Nations Unies pour les droits de l'enfant, pardon, je le dis à l'envers, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies parle ici d'une approche des droits de l'enfant, c'est-à-dire une approche qui contribue à cet objectif ultime dont je vous parlais, en développant la capacité des détenteurs d'obligations à s'acquitter de leurs obligations, à respecter, protéger et réaliser les droits, et la capacité des titulaires de droits à faire valoir leurs droits, et guidés à tout moment par les 4 principes de la Convention qui s'affichent ici dans les petites étoiles vertes sur votre écran, c'est-à-dire la non-discrimination, la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement, et le respect et la prise en considération des opinions de l'enfant. On l'a donc bien compris, il est essentiel que les adultes bénéficient également d'une éducation aux droits de l'enfant. Quand je dis les adultes, je parle vraiment des adultes, pas uniquement des enseignants, mais donc dans toutes les sphères d'influence que Marie Wernam nous parlait, donc tous les adultes soient bien et bénéficier d'une éducation aux droits de l'enfant. Et lorsqu'on parle des professionnels du secteur de l'enfance qui travaillent en contact avec des enfants, ou alors les professionnels qui ne travaillent pas dans le secteur de l'enfance, mais qui travaillent en contact avec des enfants, eh bien, cette éducation aux droits de l'enfant doit impérativement se poursuivre avec une formation aux droits de l'enfant qui porte à la fois sur des contenus, mais aussi sur la manière de travailler avec des enfants qui soient respectueuses de leurs droits. Alors, dans cette présentation, on va davantage se focaliser sur la formation des professionnels de l'enseignement, puisque c'est vraiment le sujet qui nous occupe dans le cadre de cette conférence, et plus précisément sur la formation des enseignants. Alors, je vous propose de démarrer d'abord avec la formation initiale des enseignants et de prendre connaissance d'un témoignage que nous avons recueilli à la Code lorsque nous rédigions l'étude qui vous a été présentée à la session dernière portant sur l'éducation aux droits de l'enfant, Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vous le lis. Je n'ai pas reçu de formation à l'éducation aux droits de l'enfant dans ma formation initiale. J'ai fait les sciences de l'éducation, non plus. J'ai fait l'orthopédagogie, non plus. Et pendant la formation en citoyenneté, on a survolé, on a vu qu'il y avait une convention, on nous a fait l'historique. C'est un témoignage assez dramatique, étant donné le sujet qui nous occupe pour l'instant. La question qu'on se pose donc, c'est est-ce que le cadre actuel en Fédération Wallonie-Bruxelles permet réellement qu'aujourd'hui, des enseignants ne disposent d'aucune formation en la matière? C'est déjà beaucoup trop, en tout cas par rapport à ce témoignage. Alors, jetons d'abord un coup d'œil du côté du décret relatif à la réforme de la formation initiale des enseignants, qui est tout récent. Il prévoit, à l'article 17 consacré au profil d'enseignement, que des contenus minimaux figurent au programme des cours. C'est sous ce seul point qu'une référence explicite est faite aux droits de l'enfant. Il mentionne dans ses contenus, au point 12,
la philosophie de l'éducation, y compris des éléments de philosophie sociale, économique et politique, et l'évolution des conceptions de l'apprentissage des droits de l'enfant, ainsi que des concepts d'éducabilité et d'égalité en formation. Donc, on parle bien ici que soit enseignée l'évolution des conceptions des droits de l'enfant. Il s'agit donc bien d'une référence à des contenus d'enseignement. On enseigne au sujet des droits de l'enfant et on ne les intègre pas forcément, en tout cas si on en croit ce seul point du décret, explicitement dans les pratiques enseignantes, comme le suggère l'approche droits de l'enfant. Alors, à titre d'exemple, je vais sélectionner un autre point de ce même décret. Donc, dans le même point, le même article du décret, au point 10, on prévoit que le genre soit enseigné comme une pratique, aussi bien que comme un contenu, et que donc la dimension de genre soit intégrée dans la pédagogie de l'enseignant pour assurer un enseignement dépourvu d'inégalités et de stéréotypes de genre. Alors, je suis vraiment extrêmement satisfaite que ce point sur le genre apparaisse comme ça de manière transversale et fasse référence à des contenus et des pratiques, et je ne jette absolument pas la pierre à ce point 10 des contenus minimaux, bien sûr. Mais je me permets de rêver avec vous et à un point qu'on aurait pu imaginer en tête de l'énumération de ces contenus minimaux, à savoir une approche pédagogique et éducative respectueuse des droits de l'enfant, afin de contribuer à un enseignement respectueux de l'intérêt supérieur de l'enfant, dépourvu de discrimination et d'inégalité, incluant celles liées au genre, je précise, et promouvant la participation des enfants aux décisions les concernant. Voilà. Heureusement, il ne s'agit que de contenus minimaux, et cela ne veut pas dire que aucun futur enseignant ne bénéficie d'une formation aux droits de l'enfant dans le cursus de base. C'est juste un petit peu difficile d'en avoir une idée réelle vu les textes. Et les hautes écoles pédagogiques disposent par ailleurs par ce même décret d'un volume d'heures réservé à des activités d'enseignement qu'elles déterminent elles-mêmes. Les exemples de bonnes pratiques sur le terrain, elles ne manquent pas, mais par contre, il est souvent regrettable que ces pratiques ne soient pas liées de manière explicite à l'approche des droits de l'enfant, ce qui permettrait de favoriser la cohérence et le développement d'une culture des droits de l'enfant dans l'enseignement. Dans le cadre de l'étude à laquelle j'ai déjà fait référence plusieurs fois, l'étude de la Code sur l'éducation aux droits de l'enfant, la Code a parcouru le programme des cours de plusieurs hautes écoles pédagogiques de Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, je précise quand même que cette analyse n'était pas exhaustive, dans le sens où on n'a pas épluché les programmes de toutes les hautes écoles pédagogiques, mais par contre, les programmes desquels on a pris connaissance, dans ceux-ci, nulle part ne sont apparues des références explicites aux droits de l'enfant, à la Convention relative aux droits de l'enfant, à une culture droits de l'enfant ou à une approche droits de l'enfant. Alors, il y avait bien sûr des références qui étaient parfois... donc, il n'y avait pas de référence directe à la thématique, mais il arrivait que des thèmes comme l'égalité des chances, la démocratisation, l'école comme lieu de vie, la participation, l'interculturalité, la médiation, soient évoqués dans certains cours, mais pas de manière explicite liée aux droits de l'enfant. Les opportunités existent pourtant pour une approche transversale, notamment au travers de cours et de thématiques qui existent déjà dans tous ces programmes de cours qu'on a épluchés, tels que le genre, on en parlait, les inégalités, les stéréotypes, l'éducation aux médias, les nouvelles technologies de l'information, de la communication, la diversité culturelle, l'inclusion, les pédagogies dites actives, les techniques de gestion de groupe. Il existe énormément d'opportunités de faire explicitement référence à cette approche. Elle ne manque vraiment pas. Voilà, à titre d'exemple, et Shaïda en parlait, UNICEF Belgique, l'Université de Mons et la KU Leuven est depuis plus de 2 ans engagée dans un projet avec les équipes des catégories pédagogiques de Haut-Ghent en Flandre et de la Haute École Francisco Ferrer en Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans le cadre d'une recherche-action, des hautes écoles, donc ces hautes écoles, ont amorcé une réflexion au sujet de l'éducation aux droits de l'enfant et de la manière dont elle peut être intégrée de manière transversale et explicite à la formation des futurs enseignants,
dans le but exprimé, Shaïda le disait aussi, de contribuer à plus d'égalité des chances à l'école. Et donc, de nouveaux contenus, de nouvelles approches, des outils ont été et sont encore pensés dans la perspective d'une approche des droits de l'enfant. Et dans une autre logique, une réflexion a été amorcée sur le lien entre les contenus déjà existants et l'approche des droits de l'enfant. Il s'agissait ici juste d'identifier ce qu'on faisait déjà et vraiment de l'expliciter et de l'intégrer à ce chapeau droits de l'enfant. Alors, ceci concerne notamment les droits de l'enfant, puisqu'ils en parlaient dans ces hautes écoles, mais aussi de contenus et pratiques liés à la participation, aux inégalités, aux discriminations dans l'enseignement, à l'enseignement explicite ou encore à l'ouverture de l'école sur le monde extérieur. Alors, cette recherche-action est également déployée dans 2 écoles de l'enseignement fondamental en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Flandre. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés d'en apprendre davantage au sujet des outils mobilisés et conçus par les équipes dans le cadre de cette recherche-action, je vous invite à rejoindre la salle, le groupe de discussion qui sera animé par Émilie Carozin, chercheuse à l'Université de Mons, et Shaïda Boufrakesh d'UNICEF Belgique. Alors, poursuivons rapidement. J'essaie d'accélérer pour que vous ayez un maximum de temps pour profiter de ces échanges dans les groupes de discussion. Donc, poursuivons rapidement cette présentation avec une brève analyse de l'offre de formation continue des enseignants. Alors, pour rappel, rappelons que la formation en cours de carrière est un droit, mais aussi depuis 2002 et les décrets dits Nollet et Azet, un devoir. Rappelons aussi l'objectif de la formation continue des enseignants, qui est de fournir aux enseignants des outils leur permettant de remplir les missions de l'enseignement. Alors, je vous propose de lire le témoignage d'un directeur d'école au sujet de la formation continue. La formation continue est liée aux orientations qu'une école prend. Si dans mon projet d'établissement ou si dans mon projet pédagogique ou si dans mon contrat d'objectif, je mets texto, l'éducation aux droits de l'enfant est un axe prioritaire travaillé dans notre école, alors la formation des enseignants en découlera. On se met en équipe, on se met ensemble et on réfléchit à nos stratégies par rapport à celles-là. Alors, je vous ai dit que j'allais aller vite, donc je vais peut-être prendre un grand raccourci. Mais si les missions de l'enseignement déterminent le contenu de l'offre de formation continue, puisque c'est un objectif de la formation continue, et que les orientations des écoles déterminent le plan de formation continue des écoles, et donc la demande en termes de formation continue, et que ni les missions, et que par conséquence, ni les écoles ne font explicitement référence à une approche ou à une culture des droits de l'enfant, alors ce n'est pas du tout étonnant si on observe que dans la formation continue, il n'y a aucune référence explicite non plus à l'approche droits de l'enfant. Pardon. Par ailleurs, j'étais un petit peu vite, mais si l'éducation aux droits de l'enfant constitue sans aucun doute un levier et une réponse à de nombreux défis et problématiques rencontrés au sein de notre enseignement, il est vraiment essentiel que tous les intervenants scolaires, en fait, pas uniquement les enseignants, ils soient déjà formés à la base pour pouvoir avoir envie d'approfondir ces thématiques et de développer leurs compétences en la matière. Ce qui nous ramène en fait à la formation initiale. C'est essentiel qu'elle y soit intégrée dès le départ et Marie Wernham nous a tapé également sur le clou tout à l'heure, parce que c'est vraiment ça qu'on fait taper sur le clou. En guise de clôture de cette présentation, je propose de formuler pour la CODE quelques recommandations relatives à la formation initiale et continue des enseignants. Alors, la toute première qui s'affiche ici sur votre écran concerne l'éducation au sujet des droits de l'enfant. La CODE recommande de prévoir un module de formation consacré aux droits de l'enfant pour que les futurs enseignants aient connaissance des contenus et des principes de la Convention. Alors, ça peut paraître évident. Par exemple, on ne conçoit pas que les professionnels de la santé exercent sans avoir connaissance et sans respecter les droits du patient, ou que les policiers ne connaissent pas et ne respectent pas les droits des citoyens. On ne conçoit pas ça. Et pourtant, très étrangement, en ce qui concerne le secteur de l'enfance, connaître et respecter les droits de l'enfant ne coule pas toujours de source. Et c'est assez dramatique en ce sens.
Les deux recommandations qui suivent sont les mêmes que celles qui sont formulées pour l'enseignement général et qu'on vous a déjà présentées à plusieurs reprises. Donc, elles enjoignent véritablement à intégrer de manière transversale et explicite l'éducation aux droits de l'enfant à la formation initiale et continue des enseignants, en mobilisant notamment des approches respectueuses des droits, en favorisant la participation au sein des établissements et des organismes qui sont concernés. Alors, on s'est plutôt penché dans cette courte présentation sur la formation initiale et continue des enseignants, mais il va de soi que les enjeux de la formation aux droits de l'enfant sont les mêmes pour tous les professionnels du secteur de l'enfance, qu'ils soient ou non directement en contact avec des enfants. Et donc, c'est en soutien à ce défi-là que le groupe permanent de suivi de la CID, de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui est piloté par l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, donc vous voyez le logo ici, a chargé un groupe de travail de constituer un recueil de balises dont il faut pouvoir tenir compte lors de la conception d'une formation aux droits de l'enfant à destination des professionnels. Et lors d'un groupe de discussion auquel vous aurez l'occasion de vous joindre dans quelques instants, je vous promets, c'est terminé, François Mours échangera avec les participants au sujet de ces balises communes. Voilà, c'est terminé pour moi. Je vous remercie pour votre attention, même si je ne vous voyais pas.